Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un album très important à mes yeux. Un album que j'ai découvert très jeune, qui ne m'a jamais quitté depuis, et qui a marqué profondément mon imaginaire personnel, d'un point de vue musical autant que visuel. Et j'ai envie de parler plus particulièrement des liens, des ponts entre la musique de l'album et son visuel très fort. Cet album, c'est Hurry Up We're Dreaming de M83, et si j'en parle aujourd'hui, c'est en partie pour marquer l'anniversaire des 10 ans de sa sortie, en attendant la réédition officielle au printemps, même si le disque est sorti en novembre 2011 à l'origine. Mais c'est également parce qu'il y a quelques mois, dans un excellent festival à Strasbourg, le festival européen du film fantastique de Strasbourg, j'ai découvert un film qui est sorti il y a seulement quelques jours, presque 2 semaines au moment où je vous parle au cinéma, The Innocents ou Les Innocents de Eskil Vogt. Dans ce film norvégien, des enfants lors d'un été se découvrent des pouvoirs surnaturels et jouent avec. C'est une thématique et un univers qui m'a fortement fait repenser à celui développé par M83, notamment à travers des clips et surtout une fameuse trilogie de clips. Mais d'abord, M83 c'est un groupe créé en 1999 à Antibes et qu'on peut qualifier d'électropop, dont certaines chansons s'inscrivent même dans le registre de la dream pop, voire du shoegaze, ce sous-genre du rock nourri d'influences noisy pop et new wave né à la fin des années 80. Enfin, je dis un groupe mais en fait c'est plus le projet d'un seul homme, Anthony Gonzalez. Et même si le nom de M83 ou de son auteur ne vous parle pas, vous avez déjà certainement entendu ça. Ça, c'est Midnight City, certainement le plus gros tube de M83, et plus précisément son introduction, sur laquelle se distingue particulièrement cette mélodie synthétique, ce gimmick assez particulier, très aigu qui revient tout au long du morceau. C'est peut-être l'élément le plus distinctif, le plus représentatif et marquant de cette chanson. Pendant longtemps, je me suis demandé d'où il venait ce son, tellement il me semblait unique, et en fait c'est tout simplement la voix d'Anthony Gonzalez qui s'est enregistré en train de chanter cette mélodie et qui l'a modifiée avec beaucoup de distorsion. La chanson lui a été inspirée suite à une balade nocturne dans les rues de Los Angeles, ville où il était complètement étranger, et une ville qui lui apparaissait selon ses mots comme une ville de science-fiction presque rétro-futuriste. La chanson se trouve au début de l'album, c'est même la deuxième piste après l'intro, plus précisément au début du premier disque car oui, Hurry Up We're Dreaming est un double album, et la thématique qui lie les morceaux entre eux c'est celle du rêve, comme le laisse entendre le titre qui veut dire pour les non-anglophones, réveille-toi, on rêve, on est en train de rêver, mais aussi l'enfance et la nostalgie, mais là aussi, on revient sur ce point-là plus tard. C'est un album que je vois comme une plongée dans l'imaginaire, ce que la pochette traduit parfaitement avec cette image très iconique, présentant 2 enfants, un garçon et une fille, plongés dans l'obscurité d'une chambre symbolique. Une image qui résonne comme une invitation au voyage, à entrer dans le rêve, dans laquelle la lumière faible et la colorimétrie, dominée par le bleu et le violet, des tons plutôt sombres, évoquent la nuit et le rêve justement. Les enfants portent tous les deux des costumes, celui de la fille ressemble à un kimono et celui du garçon à un monstre, un costume de monstre et plus particulièrement le masque qu'il tient dans sa main droite et qui revient sur d'autres visuels de l'album, un costume de monstre qui m'évoque l'univers de Max et les Maxi-Monstres, cette œuvre culte de la littérature jeunesse de Maurice Sendak, adaptée par Spike Jonze en 2009, Spike Jonze qui d'ailleurs a un lien très fort avec la musique, puisqu'il est également un clipper, un réalisateur de clips reconnu, qui a fait des clips notamment pour Arcade Fire ou pour Daft Punk. Alors dans l'histoire de Max et les Maxi-Monstres, on suit un garçon qui s'échappe depuis sa chambre justement dans un monde imaginaire et fantastique, dans lequel il se lie d'amitié avec des monstres, là où d'habitude dans les livres pour enfants, les monstres sont plutôt représentés comme effrayants, comme voilà, et là au contraire dans cette histoire, Max joue avec eux et devient même leur roi. Les illustrations fantastiques signées de Maurice Sendak lui-même ont d'ailleurs marqué mon imaginaire d'enfant, au même titre que le film. Mais revenons à l'album de M83. Récemment, Anthony Gonzalez a publié sur Instagram une photo qui est un remake de la pochette originale pour annoncer la sortie de la réédition à l'occasion des 10 ans de l'album. On y retrouve les 2 modèles qui posaient sur la première pochette, mais dans une version plus lumineuse avec des tons et des couleurs plus chaudes, toujours dans une chambre imaginaire mais qui n'est plus celle d'enfants mais plutôt celle d'adolescents, d'un jeune homme et d'une jeune femme au seuil de l'âge adulte. Et c'est l'occasion de citer aussi la photographe Anouk Bertin et les modèles en question, Kimona et Cormac, qui sont d'ailleurs eux aussi sur Instagram. Sur cet album, 4 morceaux ont eu droit à leur clip, dont celui de Steve McQueen qu'on voit en ce moment et dont j'ai utilisé des images en intro de cette vidéo, mais aussi et surtout 3 morceaux qui forment en tout une trilogie de clips
et celui de Midnight City, le tube de l'album dont je parlais au tout début, constituent la première partie suivie de Reunion et Wait. Les 3 clips ont été réalisés par le même duo de réalisateurs, Fleur Fortuné et Emmanuel Cossu, plus connu en tant que Fleur et Manu. Si je dis trilogie, ce n'est pas pour rien, c'est parce que les 3 clips sont liés par une même histoire, avec les mêmes personnages et suivent une logique narrative linéaire, avec un début, un milieu et une fin. C'est assez difficile de raconter l'histoire de ces clips car justement, toute cette trilogie est construite comme une saga cinématographique, et je n'ai pas vraiment envie de vous dévoiler toute l'histoire, de vous gâcher le plaisir de la découverte, mais je peux la résumer dans les grandes lignes pour vous donner envie d'aller les voir. Dès l'ouverture de Midnight City, on suit un groupe d'enfants, 5 enfants au pouvoir surnaturel, qui s'évadent de ce qui ressemble à un asile ou un pensionnat pour enfants particuliers. On les retrouve à la fin de cette première partie sur le toit d'un immeuble, faisant face à la grande ville, qui n'est pas nommée mais qu'on suppose être Los Angeles, et ils rentrent alors dans une sorte de transe et de communion. Dans le deuxième clip, ils entrent en communication avec d'autres enfants, mais surtout avec une petite fille en fauteuil roulant, avec laquelle ils communiquent d'abord à distance, et qui est elle aussi prisonnière et étudiée par des adultes. Des adultes dont on ne sait d'ailleurs jamais rien et qui sont toujours des personnages secondaires voire des figurants, alors que les enfants sont mis au premier plan. Mais d'ailleurs on n'en sait pas plus sur ces enfants, sur d'où ils viennent ni pourquoi ils ont ces pouvoirs. Le troisième clip, l'épilogue, est peut-être celui où la rupture avec les autres est la plus grande, aussi bien visuellement que d'un point de vue narratif. On y découvre un monde dévasté qui semble débarrassé des adultes et dans lequel les enfants cette fois sont séparés et errent dans des paysages post-apocalyptiques. La petite fille en fauteuil roulant, qui s'appelle Apollonia, apparaît alors comme une sorte de messie, de prophète d'un nouveau monde, tandis que le garçon aux cheveux courts nous rejoue la scène de 2001 l'Odyssée de l'espace dans un hommage assumé au chef-d'œuvre de Kubrick. À propos de ce dernier clip, les réalisateurs ont déclaré « Wait est l'épisode final de la trilogie, le point final de cette grande collaboration visuelle avec M83 depuis 2012. » On avait l'impression que c'était important de se reconnecter avec quelque chose qui avait du sens pour nous et qui pouvait trouver un écho dans le monde actuel, comme la promesse d'un nouveau cycle vu à travers les yeux d'enfants. Les influences cinématographiques assumées clairement par le duo de réalisateurs et par Anthony Gonzalez, outre 2001, sont assez claires. Il y en a 3 d'ailleurs qui sont pleinement assumées. Le Village des damnés, film culte des années 60 de Wolf Rilla qui a été l'objet d'un remake en 1995 par John Carpenter. Akira de Katsuhiro Otomo, film culte aussi des années 80, japonais évidemment, où on retrouve aussi la thématique de la télékinésie. Et Rencontre du troisième type de Spielberg, bien sûr, grand classique de la science-fiction, que j'ai pas forcément besoin de présenter. L'influence du Village des damnés se fait ressentir pour moi surtout dans le regard des enfants, notamment dans la scène finale du premier clip, et c'est l'occasion pour moi de souligner le travail extraordinaire sur la lumière, comme si les réalisateurs avaient réussi à traduire parfaitement les sons amples et riches, les nappes de synthé de la musique de M83, à travers ces lumières élégantes, douces et fantastiques. Je note aussi qu'il y a pas mal de lens flare, un effet pas mal utilisé dans les années 80, chez Spielberg notamment. Dans les références audiovisuelles qui ne sont pas une influence pour les clips, mais ce qui serait d'ailleurs plutôt l'inverse, et dont l'univers est très proche, j'aimerais citer la série Stranger Things, dont je rappelle qu'un des personnages principaux, Eleven, possède elle aussi le pouvoir de la télékinésie, comme dans la trilogie de clips de M83. Il y a un autre film auquel je pense à propos de la trilogie, c'est Midnight Special de Jeff Nichols, réalisateur également de Mud ou de Take Shelter, qui illustre aussi la thématique des enfants aux pouvoirs étranges, en l'occurrence à travers un garçon qui est poursuivi, un garçon interprété par Jaden Martell, qui est poursuivi d'un côté par une secte religieuse et des scientifiques de l'autre qui souhaitent exploiter ses dons. Cette idée d'enfant particulier, pour paraphraser le titre d'un livre de Ransom Riggs, qui a donné lieu à une adaptation en 2017 par Tim Burton, plus précisément Miss Peregrine et les enfants particuliers, eh bien ça m'évoque un autre livre malheureusement trop peu connu à mon sens, qui est L'île du crâne d'Anthony Horowitz, qui a d'ailleurs inspiré J.K. Rowling pour Harry Potter, mais on reparlera plus tard de l'univers d'Harry Potter dans une prochaine série de vidéos. Les enfants au pouvoir particulier, surnaturel, dans les films sont aussi parfois représentés, comme dans Les Innocents, dont je parlais au début, comme des êtres maléfiques usant de leur pouvoir pour faire le mal. C'est le cas aussi de ce film d'horreur espagnol culte, Les Révoltés de l'an 2000, qui était ressorti en salle en 2020 en France. Il y a aussi un autre film français plus récent, mais dans lequel c'est plutôt des adolescents qui sont représentés, et ce film s'appelle L'heure de la sortie de Sébastien Marnier, qui traite donc aussi un peu de cette thématique-là. Le cinéma tient d'ailleurs une place très importante dans la culture d'Anthony Gonzalez et dans son approche de l'art et de la musique notamment. C'est un
un grand cinéphile, comme il l'a précisé plusieurs fois en interview, et d'ailleurs sur son Instagram, on peut trouver une story dans laquelle on retrouve qui est donc dédiée au film qu'il a vu et aimé, et dans laquelle on peut retrouver notamment Les Garçons Sauvages, un de mes films récents préférés. Il a déclaré notamment: j'adore composer de la musique et faire de la musique avec des images dans ma tête, en tête. C'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Le cinéma est une de mes plus grosses influences, encore plus même que la musique elle-même. Alors cet album, Hurry Up We're Dreaming, est construit comme une bande originale, comme la bande originale d'un film imaginaire, et c'est ce qu'on a essayé de faire, de montrer en fait, d'illustrer avec cette trilogie. Et ce lien avec le cinéma qu'entretient Anthony González, il est aussi du côté de son frère, Yann González, qui est lui-même cinéaste, un cinéaste qui a réalisé 2 longs métrages, Un couteau dans le cœur en 2018 et Les amants d'après minuit en 2013, qui est le seul des 2 que j'ai vu d'ailleurs. Son cinéma est empreint d'un goût pour l'irréel, pour l'onirisme et le lyrisme, et je vous renvoie d'ailleurs à un article des Cahiers du cinéma datant de 2013, dans lequel Yann González s'exprimait sur sa vision du cinéma, qui sonne comme un manifeste pour un cinéma plus onirique et lyrique, en contradiction avec une certaine tendance, pour reprendre la formule de Truffaut, trop réaliste du cinéma français. Et j'ajoute que les bandes originales de ces films ont d'ailleurs été composées par M83. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, M83 c'est donc plus un projet solo qu'un véritable groupe, le projet d'un rêveur nostalgique des années 80 qui l'ont vu naître. Comme beaucoup d'autres, il a su, avec son groupe, recréer un imaginaire lié à cette décennie magique qui a vraiment imprégné toute la culture pop des années 2010. Et d'ailleurs, des années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant encore, c'est en ce début des années 2020, ça continue cette nostalgie des années 80 avec notamment la sortie récente du dernier album de The Weeknd, ou bien prochainement avec la sortie de la nouvelle saison de Stranger Things, on y revient encore une fois. Et d'ailleurs, sous le clip de Midnight City, on trouve quelques commentaires qui disent que la musique et son clip iraient parfaitement avec la série des Frères Duffer, et c'est vrai que les deux vont bien ensemble, que ce soit à cause de l'aspect pop synthétique influencé par les années 80, ou bien au niveau des thématiques du clip. Alors pour parler un petit peu de moi, pour finir un peu en parlant de moi, aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours été séduit par le fantastique, par les univers étranges, oniriques, qui font appel au conte, au surnaturel, que ce soit dans les arts visuels comme le cinéma, ou dans la musique. Et parler de cet album me ramène donc à mon enfance, mais aussi à quelque part à une forme d'idée de l'enfance un peu symbolique que traite M83 sous le prisme de l'onirisme. Et j'aimerais citer cette chanson très enfantine qui est Raconte-moi une histoire, qui se trouve donc sur l'album Hurry Up We're Dreaming, dans laquelle un petit garçon raconte une histoire très naïve et surréaliste sur une grenouille, et fantaisiste plutôt. Et j'aime bien la façon dont cette chanson cohabite sur le même album avec une autre chanson, Echoes of Mine, dans laquelle une dame d'un certain âge raconte à son tour une histoire beaucoup plus profonde et comment dire, et triste et mélancolique et en même temps très belle. Cette histoire, c'est celle de sa vie, celle de sa jeunesse passée, celle de ses amours lointains, comme si elle venait de mourir ou comme si elle était sur le point de mourir. Sa voix, par exemple, est déjà un peu lointaine, je ne sais pas quel effet ils ont utilisé, mais on a l'impression qu'elle est déjà plus là, vraiment, et on comprend à moitié ce qu'elle dit. Mais c'est ça qui est très intéressant dans le traitement de la voix et le traitement du son de cette chanson. Comme si elle allait rejoindre un autre monde, et moi j'aime bien l'imaginer en train de marcher dans une espèce de forêt imaginaire, de forêt de contes. C'est cette forêt, la forêt qui revient beaucoup dans les contes de notre enfance. Mais c'est pas une forêt effrayante, c'est pas du tout quelque chose d'effrayant. Au contraire, c'est extrêmement touchant et beau. C'est une chanson qui est une de mes préférées de l'album, et elle me fait penser d'ailleurs à ma grand-mère. Et voilà, ça me touche beaucoup, et elle me fait même pleurer à chaque fois que je l'écoute. Je reconnais cette forêt. Ce n'est pas une forêt ordinaire, c'est une forêt de souvenirs. Mes souvenirs. Cette rivière blanche et sonore, mon adolescence. Ces grands arbres, les hommes que j'ai aimés. Cet oiseau qui vole, au loin, mon père disparu. Mes souvenirs ne sont plus des souvenirs. Ils sont là, vivants, près de moi. Ils dansent et m'enlacent. Chante et me sourit. J'aime aussi beaucoup les groupes de musique qui ont un fort univers visuel, qui travaillent beaucoup le lien entre le visuel et la musique.
un univers visuel cohérent avec le reste, avec l'ensemble. Et d'ailleurs, un des premiers groupes que j'ai écouté par moi-même, ça a été Indochine, une des influences de M83, et qui est un groupe qui, justement, a beaucoup travaillé ce rapport entre leur musique et le visuel, jusqu'à ne jamais apparaître, par exemple, sur leur pochette d'album, et laisser la place plutôt à des images très symboliques, des images très mystérieuses parfois, et en tout cas très iconiques. Mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ce groupe dans une série de vidéos spéciales. J'aimerais finir en citant Michael Cimino, à qui Jean-Baptiste Toré consacre un excellent documentaire qui est en salle actuellement. Allez le voir si vous en avez l'occasion. Michael Cimino qui dit donc dans ce documentaire « Faire des films, c'est fabriquer de la nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé ». Et bien cet album, Hurry Up We're Dreaming, cet univers que M83 a bâti à coups de synthèse anachronique et d'envolées lyriques, c'est une certaine idée d'un passé qui n'a jamais existé, qu'on a fantasmé, rêvé, mais qui, d'une certaine façon, existe dans nos têtes, en tout cas dans la mienne.